sein dans votre soutien et que l'enfant tombe malade chaque jour, qu'il devienne chétif comme quelqu'un qui n'a jamais mangé, soit vous décidez de mettre à sa disposition ce que la nature a bien voulu qu'il en fasse usage. Donc normalement, il faut donner le sein au bébé. Voilà. C'est pour le bébé, c'est fou. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de débat en fait, sans entrer dans les décisions des gens ou des autres. Voilà. Le sein, c'est pour les nourrissons. Voilà, c'est pour les nourrissons. Vous n'étiez pas là à la base quand Dieu vous créait, vous ne savez même pas pourquoi il a décidé de mettre là. Si ça se trouve, justement, c'était pour nourrir l'enfant. Si jusque-là, tu n'en fais rien quand tu n'as pas encore accouché, c'est en attendant ça. Alors que tu prives un enfant de son repas, de sa sagesse, de l'intelligence, parce que ça contribue également à tirer un enfant qui a été allaité au sein maternel dans le timing normal, est également particulièrement intelligent. Un peu comme nous. De même. Ma mère m'a pas laissé comme ça. Alors que tu fasses toutes ces privations-là à un enfant, à ton enfant, au nom de ce que les seins vont tomber, je me demande si c'est toi qui avais mis ça là à la base, ou bien ce que tu comptes en faire. Quand le père t'a vu, il savait que tu es comme ça, et que tu vas pousser un jour. Donc du coup... C'est pour les nourrissons. Oui. Et bien, comme quelqu'un l'a dit, il y a des personnes d'un certain âge qui ont encore des seins vraiment fermes et en bon état. Il y en a aussi qui, même sans allaiter, vont perdre la qualité. On n'aime pas la femme pour les seins, maman. C'est fou en plus. C'est pas pour les seins qu'on vous aime. On vous aime comme vous êtes. Oui. Et si ce n'est pas pour l'homme que vous faites ça, pour vous, pour le vêtement, il y a les soutiens rembourrés. Allaitant l'enfant. Pendant que je dis ça, je crois que je suis même nostalgique de cette période-là. En tout cas, laissons passer l'allaitement maternel, mais c'est très important. Nous allons nous retourner tout de suite du côté d'Yaoundé en place. Monsieur Gilles Piansonneau, avec un sourire quand on parle de l'allaitement maternel, est prêt pour la revue de presse. Bonjour messieurs, je suis sûr et certain que maman vous a allaité jusqu'à peut-être même 2 ans. C'est à vous l'antenne. Bonjour Patricia Kei, bonjour également à vous Thierry Carole, avec beaucoup de plaisir. Je vous accueille ce matin, le cœur enflammé de joie comme de tradition d'ailleurs. Je le fais à votre adresse, mais également on va commencer ce matin par une caricature. Et d'ailleurs, le journal Le Popoli, qui est spécialisé en la matière au Cameroun, résume la scène, toute la scène de ce qu'il est convenu d'appeler depuis quelques semaines maintenant au Cameroun, le Covid-Gate. Et cela est fait ce matin de façon lyrique. Une opinion publique camerounaise qui ne décolère plus. Le pouvoir de Yaoundé qui est tenu de faire la lumière sur l'argent. Pas du deuil, mais tout comme. En tout cas, il y a eu cette contribution du FMI, le Fonds monétaire international, le peuple camerounais qui revendique justice et le régime de Yaoundé qui est appelé à faire des sacrifices, c'est-à-dire livrer au moins quelques membres du gouvernement, livrer quelques ministres pour ne pas par ailleurs faire la sourde oreille. On l'a indiqué tout à l'heure, face à ces revendications, face justement le populi au terme justement de cette caricature, mort politique, puisque certains membres du gouvernement pourraient aller en prison si l'on s'en tient à la démarche judiciaire en cours au Cameroun, avec notamment ces auditions qui ont été lancées il y a quelques jours maintenant et qui pourraient d'ailleurs se poursuivre au niveau cette fois-là du tribunal qui rendait manifestement un certain nombre de jugements s'agissant du détournement des fonds publics au Cameroun et dont le peuple qui attend et qui est justement impatient de voir un certain nombre de personnes et personnalités être livrées, notamment pour ce qui est du tribunal. C'est ce que demande d'ailleurs la classe politique au Cameroun. Que mutation, le quotidien de Gab, Georges Alain Boyomo a rencontré à l'occasion Téné, le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, bien sûr, qui qualifie ce scandale de fait inhérent au régime de Paul Biya et dont on attend les sanctions à ce jour, menacé par une corde à son cou. Le PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale de Cabral Libé-Lingoué, qui se veulent eux aussi tout à fait pas tolérants sur la matière, et il y a le maire d'Ngoumou, pour ne pas le nommer, Jean-Baptiste Atemengue, lui, faisant partie du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui refuse de croire que Paul Biya puisse se taire sur le sujet. Une façon de dire que les procédures iraient jusqu'au bout. Et Denis Ongba, le jeune politicien camerounais, lui aussi intervenant dans les colonnes du quotidien Mutation ce matin, fait savoir qu'il se veut flatter par la sérénité et la célérité qui guide la justice camerounaise en matière d'enquête s'agissant donc du Covid-Gate. Il faut des sanctions exemplaires. Info Matin, le journal des dieux de Nain vient également en kiosque ce jeudi, croiser le verbe par le factuel. Il y a en effet, dit-il, Ousmane Diaby, Koula Chiro et Toundimbala, parmi les nombreux collaborateurs du ministre Manaouda Malachi de la Santé publique, ont été invités à prendre du thé au niveau du TCS, le tribunal criminel spécial. Comme
Comme attendu, ils ont bien entendu chargé leur patron, c'est-à-dire Manaouda Malaché, le ministre de la Santé publique, en tant que coordonnateur, sinon donneur d'ordre au nom justement de la hiérarchie, l'une des normes administratives. Et l'affaire continue au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Eh bien, la météo également en kiosque ce jour lève la main sur Madeleine Tchouente, la patronne de ce département ministériel, qui a vu les fonds lui passer au-dessus de la tête à destination de certains de ses collaborateurs en vertu de ce qu'il est convenu d'appeler une ligne directe, plutôt directe avec le secrétariat général de la présidence de la République, et parce qu'au début, justement, la ministre avait décidé de désigner des points focaux, question de leur permettre d'instrumenter, donc d'implémenter les ordres venus d'en haut. Eco-Santé en kiosque dit vouloir ne pas manipuler l'opinion publique, encore moins ses vertus à elle. En tout cas, la publication de ce jour rapporte que jusqu'ici, ce sont des accusations fantaisistes qui sont dirigées sur des personnalités, dont certaines étrangères à la gestion de l'argent du Covid-19. Les dits et contredits laissent pour ainsi dire cacher une intention et au but inavoué, selon le journal Eco-Santé en kiosque. D'ailleurs, à son tour, le Financier d'Afrique, traitant du pan économique et financier du Covid-Gate édition de ce jour, questionne une fois encore le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Le journal lui trouve d'ailleurs des manquements. Par exemple, pourquoi n'indexer nommément que 2 membres du gouvernement au milieu d'une trentaine dont on parle justement dans ce rapport? Par exemple aussi, pourquoi ne s'être pas étalé sur les dépenses de l'ordre de plus de 60 milliards de francs CFA et qui concernent une vingtaine de départements ministériels? Des questions et des questions qui n'en finissent pas. Côté Financier d'Afrique, lui aussi traitant du Covid-Gate et dans sa livraison du jour. Des questions, voilà ce à quoi justement s'attelle le quotidien Émergence encore ce matin, et c'est sur le cas justement de ces morts à répétition du côté de Tchang au niveau de la falaise. De ce côté-là, la route a encore tué. Évidemment que les mêmes causes ont produit les mêmes effets, faute de freins. Un véhicule de transport en commun a donc fini sa folle course dans le ravin et le pays a encore malheureusement enregistré des morts. Sur la route encore, voici une image qui fait honte au Cameroun. Elle est portée par le quotidien The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant à Yaoundé. Le tronçon Bamenda Babadjou s'offre un spectacle désolant aux yeux du monde entier, impraticable plus que par le passé désormais, coupé de la nation. Les populations crient au scandale, des oublis, et justement cela frustre davantage un certain nombre de populations dit anglophones s'agissant de l'unité nationale en construction et qui ne tolèrent donc pas ce type d'agissement, en tout cas ce type de négligence. Au commencement, il y avait bien entendu une promesse présidentielle, puis il y a eu un discours ministériel et à la fin, l'abandon et les larmes, conclut les Guardian Post, édition de ce jour. Oui, Bamenda pleure. Le quotidien, quant à lui, ne pleure pas. Le journal rit ce matin. Son sourire est naturellement lié à la mesure courageuse du gouvernement de la République, à savoir nettoyer le fichier solde des personnels de l'État. Déjà, près de 500 ont été radiés, faute d'existence justifiée. C'est pas encore fini, martèle pour ainsi dire Joseph Lé, le ministre camerounais en charge de la fonction publique et de la réforme administrative. Réalité de Pongware Kindi annonce pour ainsi dire une nouvelle procédure, déjà d'ailleurs en cours, et qui concerne cette fois-là la bagatelle de 7600 fonctionnaires et autres agents de l'État. Cela s'appelle recette de l'opération de comptage physique des personnels de l'État, une opération qui a été engagée, on s'en souvient, il y a 2 ans par le ministère des Finances. Imaginez que cela aboutisse comme pour les premiers cas, alors l'État ne perdrait donc plus un peu plus de 5 milliards de francs CFA de façon mensuelle, un argent jusque-là qui était dépensé dans le paiement des salaires effectifs au Cameroun, de l'argent à récupérer. Et au chapitre de la dette publique camerounaise, eh bien voyons avec Eco News quelle est la soutenabilité de Yaoundé en la matière. Tout le monde en parle tantôt de surendettement du Cameroun, tantôt de ses capacités de résilience. La vérité, selon le journal Eco News en kiosque, c'est que la dite dette publique représente 44% du produit intérieur brut
respectant tout d'égaux le seuil qui a été fixé par la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Quoi de neuf à la banque camerounaise? Réponse ce matin avec la voix du centre en kiosque qui s'intéresse à la BICEC en page 11 de sa livraison du jour. Eh bien, parole est donnée à l'occasion à Pierre Nunkam, l'auditeur financier qui défend les intérêts des épargnants et qui convoque pour cela le cadre amiable de Paul Biya selon un décret dont le défenseur tire naturellement profit pour défendre ainsi les épargnants camerounais. De l'autre côté de la vie économique, c'est le patronat, pour parler ainsi du GCAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui est indexé par l'hebdomadaire L'Anecdote. À l'origine, il y a l'idée que le marché camerounais notamment se verra sévré des produits de grande consommation si la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, n'accède donc pas à la demande des opérateurs économiques camerounais dans le sens justement de rendre plus douce la réglementation en matière de change en zone CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Au Cameroun, le débat sur la décentralisation est relancé avec la tenue depuis quelques jours des premiers conseils régionaux. En tout cas, l'alarme est de nouveau tirée par Diapason, le journal de François Mboké, l'art de marquer le pas sur place en disant marché. En somme, on parle toujours des grosses lenteurs dans le transfert des compétences. On fait le point sur l'implémentation de cette nouvelle modalité de gestion des affaires de la cité au Cameroun. Il y a donc un dossier, un grand dossier qui est recommandé par Diapason en kiosque ce jour. Également en kiosque ce jour, l'étudiant de qui on apprend justement que l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, eh bien, a donc un nouveau directeur. La professeure Alizinga Minkala n'a pas renversé, mais elle a remplacé le professeur Charles Boyomo Asala. Un Charles peut en cacher un autre. Le journal événement en kiosque ce jour mentionne pour sa part l'autre élévation qui a été décidée par le président de la République Paul Biya en faveur du directeur général de la CRTV, Chandongo, grand officier de l'Ordre national de la valeur, titre décerné le 21 mai dernier par le président de la République. Belle occasion, bien entendu, pour l'icône de redire merci. Merci à qui de droit. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Stop fin, évidemment, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. Repartons du côté de Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière. Je lui passe le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Et l'homme à l'adresse particulière, c'est lui, Michael Chipkio. Bonjour Michael. C'est à vous, à Douala. Bonjour GPE, je vous souhaite passer une belle journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec le bi-hebdomadaire Europe Plus paru ce jeudi nous parle une fois encore de ce qu'il est convenu désormais d'appeler dans notre pays le Covid-Gate. Le journal parle d'une une escroquerie nommée Covid-Gate justement, avec le régime qui a donné un os à croquer au peuple, le peuple qui réclame du sang depuis l'apparition de ce rapport de la Chambre des comptes, un rapport que le journal qualifie d'imaginaire, rapport d'étape qui s'est retrouvé par des moyens que personne ne comprend sur les réseaux sociaux et qui jette à la vindicte certains membres du gouvernement, le pouvoir qui espère ainsi détourner le peuple des vraies préoccupations. La gestion financière de la pandémie est donc une fumisterie, rien de plus, alors que Paul Biya, lui, semble avoir démissionné de fait de la tête de l'État du Cameroun, écrit Michel Michaud Moussala dans les colonnes du journal en kiosque ce jour, et d'affirmer qu'il y a comme une grosse combine d'appareils derrière le brouhaha actuel et s'amplifie avec l'apparition de procureurs dans les réseaux sociaux et médias de masse. Il existe certes, ainsi que le journal le relève depuis quelques jours, des commanditaires et prestataires sulfureux dans les marchés contre le coronavirus. C'était prévu, peut-on dire, écrit le journal, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est cette sensation de manipulation, voire d'instrumentalisation d'une enquête. Quelques indiscrétions à la Chambre des comptes laissent ainsi croire que le fameux rapport d'audit n'a jamais été formellement adopté en interne, que sa version originelle fait l'objet de conciliation avant certification et transmission au président de la République. Mais les têtes sont déjà sous la guillotine et les marionnettistes savourent leur vengeance, surfant sur la formidable force de pénétration des réseaux sociaux, la soif de sensationnel de quelques médias et la cupidité d'une opinion avide de scandale. Le journal jette donc l'opprobre sur ce Covid-Gate avec le régime qui manipule finalement le peuple, et Paul Biya est donc à la barre. Même l'histoire finira par juger un dirigeant ayant abandonné son peuple aux mains de prédateurs assoiffés de pouvoir, conclut Michel Michaud Moussala dans ce dossier de 3 pages
page consacrée à la gouvernance et notamment au dossier du Covid-19, de la gestion des fonds du Covid-19 au Cameroun. La nouvelle expression également en kiosque ce jour parle également de ce rapport de la Chambre des comptes avec cette sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui demande le limogeage des ministres faisant l'objet d'audition au tribunal criminel spécial et fait également des propositions pour régler cette affaire. Il note par exemple qu'aucune trace du document de la Chambre des comptes n'existe sur les sites internet des institutions publiques compétentes qui ont qualité pour le rendre public. Il était pourtant entendu dès la création même du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus que la Chambre des comptes assurerait un audit indépendant sur l'utilisation des ressources de cette facilité dès la fin de l'exercice 2020. Il est de ce point de vue étonnant qu'en lieu et place d'un rapport d'audit complet, une synthèse d'un rapport incomplet a été diffusée par des voix curieuses, note Maurice Kamto. On ne peut manquer de s'interroger, dit-il, sur l'opportunité de la publication de ce document de synthèse dont le contenu n'est pas indemne d'arrière-pensée politicienne, notamment dans le contexte de fébrilité du moment. Conclusion, quelle est donc en effet la pertinence de la publication de ces résultats qui rendent compte seulement de 2 départements ministériels sur un ensemble de 21 ministères audités. La Chambre des comptes dit donc avoir privilégié ces 2 ministères. Et bien pourquoi? Une question inévitable demeure cependant, et elle est aussi proposée par Maurice Kamto dans la nouvelle expression aujourd'hui. Pourquoi un audit du fonds Covid-19 et pas celui de la gestion des activités liées à la Coupe d'Afrique des Nations avortée de 2019? Et en termes de proposition, Maurice Kamto et le MRC proposent par exemple qu'un audit véritablement indépendant soit réalisé sur la gestion de tous les fonds publics mobilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Cet audit véritablement indépendant devra permettre de faire toute la lumière sur cet autre vaste scandale financier gouvernemental qui est d'autant plus révoltant, qui porte sur les fonds destinés à sauver les populations camerounaises en danger de mort. Il propose aussi que tous les responsables gouvernementaux et administratifs mis en cause dans ce scandale de gestion des fonds soient déchargés de leurs fonctions et que la Chambre des comptes ainsi que toutes les institutions étatiques chargées du contrôle de la gestion de la fortune publique soient dotées du pouvoir de saisir directement la justice en cas d'irrégularité mis en évidence par leur contrôle. Des propositions dans cette sortie de Maurice Kamto intégralement proposées et publiées par la nouvelle expression de ce jeudi. Le journal nous amène également au Parlement pour constater que les fauteuils sont vides depuis le début de la 10e législature en mars 2020. Au total, 7 députés issus des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont déjà perdu la vie, laissant la Chambre basse du Parlement avec 173 membres au lieu de 180. Dans le même temps, le Sénat a déjà perdu au moins 2 de ses membres depuis le début de la 2e législature de la Chambre haute. Et dans ces cas, effectivement, de décès, la loi portant code électoral a prévu des conditions des remplacements des personnes décédées, notamment en procédant à des élections partielles pour les parlementaires élus ou à la nomination pour se nommer, en parlant du Sénat effectivement, mais ces dispositions n'ont jamais été appliquées au Cameroun, même au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le sujet a rarement été évoqué pendant la législature 2013-2018. Les 5 parlementaires décédés au sein de 2 chambres du Parlement n'ont jamais été remplacés, même au sein du RDPC, parti au pouvoir et majoritaire au Parlement. Ce non-remplacement des sénateurs et députés décédés agace plusieurs cadres de la formation politique. Mais pourquoi ne sont-ils pas remplacés? Le journal donne la parole à un politologue qui s'exprime sur la question et notamment les conséquences de ce non-remplacement des parlementaires décédés. C'est allé dans la nouvelle expression de ce jour qui nous parle aussi de cet accident de la circulation à la falaise de Tchang, un accident qui a fait 5 morts et une vingtaine de blessés. Le minibus à l'origine de ce nouveau drame sur la route a été victime de défaillance de son système de freinage, écrit Vivien Tonfac de la nouvelle expression. Le Messager est également paru aujourd'hui, le Messager qui nous parle de banque et finances avec l'ABISEC à la barre, une plainte
de Pierre Nunkam sur la table du président du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo pour délit d'audience contre les avocats de cette banque. Une plainte portée à la haute attention du président du tribunal lui-même par le président du conseil d'administration de la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et services, la MIACBIS, pour délit d'audience contre les avocats de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit. Le volumineux document dans le messager public, quelques extraits ce jour, porte en objet dénonciation de faits constitutifs d'infractions commises à l'audience, rédigée avec détail à l'appui. Cette plainte est déposée au secrétariat du président du TPI de Douala-Bonanjo par les bons soins de l'auditeur bancaire Pierre Nunkam, est un condensé de faits qui accable la banque en question. Tout comprendre autour de cette affaire de la BICEC accusée de corruption, c'est à retrouver dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque ce jeudi, qui nous parle aussi de cette rencontre hier entre Yannick Noah et Henri Eyebe ici au nom du développement au Cameroun. Une audience a été accordée aux parrains de la société Tara Sport and Entertainment par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières le 25 mai à Yaoundé pour une cession de terre au domaine privé de l'État. Le Messager était donc dans les coulisses, dans le secret de cette affaire. Les détails à retrouver dans ces colonnes aujourd'hui. Couloir d'Afrique est également paru ce jour, l'hebdomadaire en kiosque ce jour. Couloir d'Afrique qui nous parle du développement du tourisme dans notre pays, avec cette enquête exclusive sur la capacité d'accueil du Cameroun. Les inspecteurs de la Confédération africaine de football sont dans nos murs et leurs feuilles de route connues dévoilent des visites des stades et des hôtels dans notre pays. Si les murmures sur l'incapacité du Cameroun à remplir son cahier de charges continuent à alimenter les chaumières, alors que la réalité visible et palpable démontre tout le contraire dans une enquête menée sur un volet hautement stratégique concernant l'accueil, l'hébergement et la mise à disposition des loisirs pour les visiteurs qui viendront très certainement par milliers au Cameroun. Le journal Couloir d'Afrique donne des détails et fournit des statistiques à retenir avant la grand-messe du football qui prend son kick-off en janvier 2022 dans notre pays, avec un match d'ouverture dans le mythique stade Nid d'Oiseau d'Olembe à Yaoundé. Couloir d'Afrique qui s'y est rendu pour voir également l'état d'avancement des travaux dans ce stade d'Olembe, dans la capitale camerounaise. Le journal qui a son pied de nous parle également de dérive autoritaire d'un sous-préfet, celui de Dire, qui est en rébellion contre le président de la République, tel un pharaon en quête de cible pour les avilir et les humilier. Sali Aman, puisqu'il s'agit de lui, ne se trouve pas très loin de cette image. À Dire, c'est un arrondissement du département du Mbéré. Les plaintes fusent en un point fini contre cette autorité administrative, et Couloir d'Afrique est allé tenter de comprendre ce qui s'y passe exactement. Parole aux populations qui s'en plaignent dans les colonnes du journal en kiosque ce jeudi. Politics Hebdo est également paru aujourd'hui et nous parle de 31 ans d'anniversaire de la naissance du Social Democratic Front, 26 mai 90, 26 mai 2021, 31 ans de rêve et de désillusion, insiste le journal. 31 ans après, le SDF entre acquis et faiblesse est le principal parti de l'opposition camerounaise qui marquait son entrée sur la scène politique en 90, le 26 mai précisément, par une marche qui fait date dans l'histoire politique du Cameroun. L'année suivante, le SDF sera reconnu grâce à la vigilance de ses cadres. Le SDF a évité une upécisation. 31 ans après, les fruits n'ont toujours pas tenu la promesse des fleurs. Le journal Politics Hebdo nous propose tout un dossier pour comprendre les forces et les faiblesses du Social Democratic Front en 31 ans d'existence dans le landerneau politique camerounais. Camarouès News, un autre journal, un autre hebdomadaire, est également en kiosque aujourd'hui. Camarouès News qui nous parle de cette affaire qui a secoué Kribi 2 il y a quelque temps, avec cette affaire de vol d'armes chez le sous-préfet de l'arrondissement de Kribi 2, que cache le vol de l'arme de sous-préfet. Le journal revient long en large sur les circonstances de ce vol et l'arme qui a été retrouvée heureusement quelque temps seulement après. Écrit Camarouès News qui, à sa grande une, nous parle
de ce propulseur silencieux des assurances dans notre pays. Toute personne née avec un génie en soi, écrit le journal, mais l'hygiène de vie peut être un facteur déterminant permettant de réaliser des rêves que l'on a depuis le bas âge. Car l'on dit souvent, le métier d'un parent peut être une source d'inspiration pour sa progéniture. Eh bien, c'est le cas pour Steve Tchatchouen. Dans cette optique, le journal est allé investiguer pour conclure que l'abnégation et le goût du travail bien fait du jeune Steve Tchatchouen ne sont autres justement qu'un héritage de travail laissé par son père Jean Bosco Tchatchouen et convenablement préservé par ce nouveau propulseur des assurances au Cameroun. Les détails sur les réalisations de l'homme à retrouver dans Camarouest News qui est paru. Ce jour, on termine avec Horizon Plus, magazine également en kiosque ce jeudi. Horizon Plus, magazine qui nous parle de paix et de sécurité dans le département du Mbé. Le Lamido de Mbé, Baba Jean Albert, qui a organisé une prière écuménique pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun en général, après un précédent inoubliable il y a 2 ans à l'esplanade du Lamida de Mbé, ayant eu pour but de sensibiliser la communauté musulmane sur le vivre ensemble, laquelle cérémonie fut clôturée par une prière pour la paix dans la ville de Mbé en particulier et au Cameroun en général. Le Lamido Baba Jean Albert, toujours clairvoyant, adepte de l'anticipation et soucieux du bien-être de sa population, a organisé en avril une grande prière interreligieuse pour l'aboutissement du projet d'électrification attendu depuis longtemps et imploré le regard bienveillant du Seigneur sur l'arrondissement régulièrement victime d'actes d'enlèvement et des accidents de circulation. En termes d'enlèvement, le journal Horizon Plus qui note que de nombreuses personnes ont été enlevées dans cette partie du pays depuis le début de cette année. Horizon Plus magazine qui nous livre également ce rapport accablant de la Chambre des comptes au sujet du scandale de la gestion du fonds Covid-19 au Cameroun. Rapport accablant pour nombre de membres du gouvernement. C'est à lire en intégralité dans les colonnes du journal Horizon Plus magazine en kiosque ce jeudi. Merci Michael Kipkeo, voilà pour les informations sur le territoire national. Mais c'est vrai qu'au dehors de nos frontières, on a également cette actualité, le tentative de coup de force du côté de Mali. Et d'ailleurs, à cette occasion, il y a un communiqué commun dans lequel la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, la communauté des États ouest-africains, la CEDEAO, l'Union africaine d'ailleurs, la France et les États-Unis, inclut également le Royaume-Uni et l'Allemagne, sans oublier l'Union européenne qui exige d'ailleurs la libération immédiate et inconditionnelle du président Mbada et du Premier ministre Mokhtar Ouane, conduit dans, il est important de le dire, avec certains de ses collaborateurs, sous la contrainte par des soldats du camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de Bamako, au lieu de l'appareil militaire malien. Oui, la situation est très confuse sur place, vous l'avez dit. Ces institutions internationales exigent la libération du président Bandao et le Premier ministre Mokhtar Ouane. Il faut noter que la dernière actualité fait état de ce que les membres de la junte qui ont enlevé le président de la transition et son Premier ministre pour les amener, vous l'avez également dit, au camp militaire de Kati, ont annoncé que les deux seront libérés, mais de façon homéopathique, les deux seront libérés. L'annonce a été faite hier soir finalement. Et à noter également que l'une des dernières actualités, c'est que ces deux, le président et le Premier ministre, ont démissionné de leurs fonctions, sous la contrainte naturellement par ces membres de la junte qui les ont enlevés il y a 3 jours maintenant. De notre condamnation fuse de toutes parts, effectivement, pour condamner ce coup de force qui s'apparente à un coup d'État dans le coup d'État, effectivement, parce qu'il faut noter que Assimi Goïta, le colonel, qui est à la tête de la junte et qui est l'auteur justement de l'enlèvement, du renversement, ça il faut le dire, ce sont les mots qu'il faut employer aujourd'hui, des responsables de la transition, est celui qui avait fait tomber le président Ibeka il y a quelques mois maintenant, c'était en août 2020 précisément, c'est lui qui a fait tomber le président Ibeka et la transition actuelle a été conçue sous sa houlette, lui qui était lui qui est jusqu'ici vice-président de la transition, je parle bien d'Assimi Goïta, a donc décidé de mettre un terme à la transition parce que mécontent de la mise sur pied de la formation d'un nouveau gouvernement dans lequel on a mis de côté carrément 2 membres de la junte dont il est le responsable, 2 colonels
colonels qui étaient responsables de la sécurité, qui étaient ministres dans ce gouvernement de transition, qui ont été remplacés par 2 autres généraux. Eh bien, la colère est rapidement montée. Assimi Goïta semble n'avoir pas apprécié cette mise à l'écart de ces 2 colonels qui sont ses proches soutiens. Il a donc décidé de mettre un terme à la transition en enlevant le président et le premier ministre qui, eux, ont démissionné hier. Donc, le pays retombe dans une impasse inexplicable avec ces différentes condamnations. Est-ce que le pays rentrera justement dans l'appel au droit chemin, parce qu'il faut donc à ce jour justement penser à une nouvelle transition, peut-être qu'il faut mettre sur pied pour diriger le pays. Mais ces condamnations qui viennent de toutes parts, comme vous disiez tout à l'heure Thierry, certains condamnent, certains observateurs estiment que ces condamnations ne valent pas absolument le coup, ne valent pas la peine, parce que quand vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, le pays voisin, au Cameroun, il y a quelques semaines maintenant, avec cette prise de pouvoir considérée également comme un coup de force, comme un coup d'État du fils du maréchal Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, qui a pris le pouvoir après la mort de son père, alors que des règles constitutionnelles prévoient que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui, dans le cas précis, prenne le pouvoir, et qu'on n'ait eu aucune condamnation ferme de cette prise de pouvoir qui s'apparentait à un coup d'État, qu'on n'ait pas eu de condamnation ferme en ce moment-là et que l'on vienne condamner ce qui se passe au Mali. Certains ont estimé que légitimer, puisque ça a été le cas, même si on ne l'a pas dit de façon officielle, ce qui s'est passé au Tchad, c'était ouvrir la porte à n'importe quel kidam de fomenter un coup d'État dans n'importe quel pays africain en se basant sur la jurisprudence du Tchad, et si je peux appeler ça ainsi, jurisprudence du Tchad, effectivement. Donc c'est un véritable problème qui embarrasse au plus haut point même l'Union africaine aujourd'hui, qui ne s'était pas prononcée de façon claire sur la situation tchadienne. Le président de la commission de l'Union africaine, même le président de l'Union africaine, les deux s'étaient contentés de marteler le fait que les 18 mois de transition qui ont été proposés par le Conseil militaire de transition au Tchad soient respectés, sans condamner, sans adopter des sanctions contre ces responsables qui avaient pris le pouvoir. Et pourtant, le pouvoir ne leur revenait pas. Donc, on peut s'appuyer sur ces faits-là, effectivement, pour dire, bon, si on a accepté ce qui s'est passé au Tchad, pourquoi ne pas accepter aujourd'hui ce qui se passe au Mali? Pourquoi condamner ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Eh bien, on espère effectivement qu'avec ces nombreuses condamnations, les États-Unis, par exemple, ont décidé de retirer leur aide militaire au Mali. Vous savez, c'est un pays englué dans le terrorisme au nord, effectivement, avec de nombreuses villes qui sont attaquées quasi quotidiennement par des islamistes, ces terroristes-là. Donc, c'est une situation assez difficile sur place, et que les États-Unis décident de retirer leur aide militaire. De nombreux autres pays, à l'instar de la France, on l'a dit tout à l'heure, l'Union européenne, l'Union africaine même, continue de condamner ce coup de force qui vient d'avoir une fois de plus lieu, mais des sanctions fermes, des sorties fermes qui condamnent de façon réelle et claire ce qui s'est passé ne sont pas justement enregistrés jusqu'ici, et donc on peut s'appuyer simplement sur ce qui s'est passé au Tchad pour dire, bon, on a laissé faire au Tchad, aujourd'hui c'est le Mali, et certains se demandent déjà à qui le tour si on commence à légitimer les coups d'État dans certains pays africains. Situation extrêmement difficile donc sur place. Les deux responsables, on l'a dit au début, Mbandao, le président de la transition, Mokhtar Ouane, le premier ministre, ont démissionné de leurs fonctions, ils ont été déchargés de leurs fonctions. Bien, ils rentreront peut-être chez eux, ils seront peut-être libérés, mais la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Un pays dont l'instabilité a fini par s'instaurer, par se poser en règle finalement. On se demande où est-ce qu'on va avec cette situation extrêmement difficile. Et je le disais tout à l'heure, l'Union africaine se trouve effectivement dos au mur, extrêmement préoccupée. La CEDEAO était sur place avec l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, qui a rencontré les deux parties, qui a d'ailleurs rencontré Assimi Goïta et les membres de la junte, qui a également rencontré le président Mbandao et son premier ministre qui viennent donc de démissionner. Mais des tractations ont encore lieu sur place. Mettra-t-on encore sur pied une autre transition? Voilà toute la question qui se pose. Ces militaires effectivement, même s'il faut noter que cette transition au Mali était dirigée en grande partie par des civils, parce que le président Mbandao était bien un civil, le premier ministre Mokhtar Ouane un civil également, même si Mbandao a été ministre de la Défense dans une autre vie au Mali, mais la transition semble se glisser entre les mains des civils pour entrer
entre les mains des militaires, ce qui fait peur effectivement à la CEDEAO, l'Union africaine et même les populations maliennes. Mais en tout cas, ce matin, on va tout simplement dire beaucoup de courage aux Maliens qui nous regardent ce matin. On espère tout simplement que tout reviendra dans l'ordre parce que les tueries, ça n'apporte pas un véritable changement dans un pays. Ça ne peut que apporter encore plus de tristesse. Beaucoup de courage à vous et que tout revienne dans l'ordre. Merci Michael Tuikio. Merci monsieur. Allez, c'est un plaisir. On se retrouve demain. Avec le même plaisir naturellement. Un plaisir partagé également du côté de Yaoundé là-bas. Oui, monsieur Bikoy Samuel. Monsieur Bikoy Samuel, vous êtes le directeur général du Cercle Vert. Restons pas comme les autres. Merci pour votre fidélité. Et à tous les, on va dire tout simplement les clients du Cercle Vert, nous sommes de tout cœur. Merci pour votre fidélité également. Et c'est vrai que ce matin, on va encore le dire, c'est un moment triste que vit le village Ngala. C'est à quelques kilomètres de Ayos là-bas, chez Sa Majesté Meke Michel qui a perdu sa mère d'ailleurs. Le programme des obsèques prévoit l'inhumation le 11 au 12 juin du côté de Ngala, du 11 au 12 juin pour l'inhumation de sa mère, Sa Majesté Meke. Toutes nos condoléances, nous sommes de tout cœur avec vous. C'est un moment difficile que vous traversez et Canal Matin est avec vous ce jour. Canal Matin, justement, est avec vous et ce jusqu'à 9h. On se quitte un petit instant juste pour la plage sport. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.